3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et là, lundi, on a parlé des différents Français susceptibles d'évoluer en NBA pour la saison à venir, qui va commencer dans un mois là. En tout, ils sont au nombre de 14, on va tous évoquer leur cas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux ? Eh bien, c'est parti, c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, le concept, on va pas s'y attarder des heures parce que vous le connaissez, le concept de tiers, le concept de tableau avec des échelons, ça fait très longtemps que j'utilise sur ma chaîne. Et regardez le tableau là que je vous ai préparé. Encore une fois, j'ai créé 5 échelons, 5 tiers que j'ai tous nommés différemment. Et notre but, ça va être tous ensemble de les classer, ces joueurs français, dedans, dans ces tiers. Ça va plutôt être votre rôle via les sondages que les modos vont vous faire en fonction de ce que vous attendez d'eux pour la saison à venir. Tier 1, comme vous le voyez, le plus élevé, c'est niveau All-Star, donc ça voudrait dire un Français qui fait une saison de niveau All-Star, et Tier 5, le plus bas, c'est la G-League, où en gros ceux qui a priori ne garderont pas leur place en NBA pour la suite. C'est le tier le plus bas pour ceux qui, selon vous, n'ont plus leur place en NBA pour longtemps. Donc entre ces deux échelons qui sont extrêmes, bien sûr, il y a tout plein d'étapes intermédiaires que vous pouvez voir, rien de sorcier, hein. Starter, backup et bout de banc. Donc starter, c'est un Français qui sera titulaire, backup, ça veut dire qu'il fera partie de la seconde unit, et bout de banc, ça voudra dire qu'il joue sur tous les miettes. Rien de particulier, je pense que tout ce vocabulaire vous le maîtrisez. Mon rôle à moi, ça va être de vous en parler, de ces Français, de vous dire ce que je pense d'eux, de ce que j'attends de leur part pour cette saison, et un petit peu ma vision de ce à quoi elle peut ressembler, leur campagne. Quoi vous dire de plus ? Pas grand chose, à part que si, vous le voyez aussi, j'ai décidé de pas considérer Joel Embiid comme français pour ce live, je le ferai si un jour il prend officiellement la décision de porter le maillot de l'équipe de France. En attendant, avec sa triple nationalité, j'ai un peu de mal à savoir s'il faut le mettre ou pas, du coup je préfère attendre de voir ce que ça donne dans les années à venir. À mes yeux, tant qu'il aura pas disputé un match avec une autre sélection nationale, il restera plutôt camerounais avant tout, même si je sais qu'administrativement, ouais, c'est dur à dire, il est tout aussi français que américain parce qu'il a les français pour les 3 pays. Les papiers pour les 3 pays. Mais bref, je suis en train de m'embrouiller, je suis en train de digresser, donc revenons à notre sujet. Comme vous le voyez, Joel Embiid ou non, là je vous ai pris 14 joueurs, et tous ces 14 joueurs, on va en parler. Ça fait déjà quand même une belle somme, 14. Parce que cette somme, elle fait de la France le deuxième contingent hors américain le plus représenté en NBA, après le Canada, qui a quand même 24 représentants, là, j'ai compté ça juste avant le live. Bref, je suis allé chercher tout le monde chez les Français, les contrats classiques bien sûr, mais aussi les contrats two ways, et même certains joueurs qui sont sans contrat actuellement, mais qui cherchent un spot pour un training camp. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu, on l'évoquera, ça concerne surtout un joueur dont la situation est particulière. De toute façon, les gars dont on va parler, vous les avez en photo, là en bas, a priori, vous les connaissez tous ou presque, alors pas besoin d'en faire plus, le concept vous le connaissez, nous on va commencer. Allez, pour commencer, on prend l'ordre alphabétique et on parle de Nicolas Batum, qui vraisemblablement, de ce qui se dit, jouera sa dernière saison en NBA en mode jubilé cette saison, vu qu'il a admis qu'il avait 99% de chances de prendre sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris. Du coup, sachant ça, on peut imaginer que l'ailier essaye de se donner les moyens pour faire une très très grosse campagne. Je l'attends pas forcément à faire de grosses stats, c'est pas son rôle et c'est pas non plus ce que Tyronn Lue lui demande principalement de faire. Par contre, pour faire toutes les petites choses qui emmènent à la win, qui peuvent aider les Clippers, pour faire le travail de l'ombre, pour agir des deux côtés du terrain, et enfiler le costume de facilitateur, en somme, Batum, c'est un spécialiste. C'est le genre de gars que t'aimes coacher, que t'aimes avoir à tes côtés, vraiment dans une équipe, surtout que de ce que j'ai lu, depuis son arrivée chez les Clippers, sa présence dans le vestiaire, elle est essentielle, lui qui fait complètement l'unanimité dans ce groupe, dans l'équipe californienne. De toute façon, je me dis que là, au vu de là où en est Batum dans sa carrière, les attentes le concernant, elles seront quand même beaucoup plus collectives qu'individuelles. Je le vois bien toujours jouer de grosses minutes, finalement, dans la rotation de Tyronn Lue. Je le vois bien remplir avec succès toutes les missions qu'on va lui donner du côté des Clippers, pour essayer d'œuvrer autant qu'il le peut dans l'optique de réaliser le meilleur parcours de play-off possible, justement, avec cette équipe de Los Angeles. Cette équipe qui, si elle garde ses cadres en bonne santé, on sait que c'est un petit peu compliqué ces dernières années, peut vraiment se montrer ambitieuse. Donc je me dis que dans son rôle de 3&D, avec de tels objectifs, on aura un Batum qui obtiendra du temps de jeu, c'est à peu près sûr dans sa team, même à 34 ans, et on va voir ce que vous en pensez à travers les sondages, mais je pense qu'à minima, chez ces Clippers, on a un Nico qui pourra obtenir
un statut de backup bien solide, si ce n'est plus, pour ce qui est prévu comme sa dernière saison en NBA. Et pour Nicolas Batum, pas trop d'hésitation. Vous avez voté que pour 2 échelons, l'échelon 2 et l'échelon 3, et 79% contre 21%, c'est l'échelon 2 qui le remporte. Voilà, vous êtes 79% à voir Nicolas Batum dans un rôle de backup cette saison avec les Clippers. En tout cas, en fin de saison, on se rendra compte, selon vous, qu'il aura principalement joué avec la seconde unit plus qu'avec la first unit, et j'avoue que c'est un peu le rôle que je lui donne. Peut-être qu'il pourrait être titulaire au poste 4, ses minutes ça va être en concurrence avec Marcus Morris Senior, à voir ce que ça dit, mais pour le moment, oui, je pense que Nico peut être un backup, mais un backup solide, c'est presque un tier 2,5, parce que clairement je pense que Tyronn Lue pourra l'utiliser en fonction des line-up qu'il veut montrer parmi les titulaires. Donc voilà, ouais, je pense qu'un tier 2,5 c'est assez mérité. Maintenant vous êtes plus à l'avoir mis au tier 3, parce que c'est vrai que même s'il était starter, son niveau relatif, ce serait plus celui d'un backup que celui d'un vrai starter que tu mets à tous les matchs. Donc ce tier 3 me convient très bien pour Nicolas Batum. Parlons maintenant de la petite surprise du chef dans ma sélection, Malcolm Casalon, en qui j'avais, vous vous rappelez peut-être pour les vieux de la vieille, beaucoup d'espoir il y a 3-4 ans, vu que j'avais beaucoup évoqué son nom dans l'une de mes premières vidéos qui avait percé, qui parlait des futures pépites françaises en NBA au tout début de ma chaîne, et qui finalement, Malcolm Casalon, a mis plus de temps que prévu pour se développer, lui qui finalement s'était inscrit pour les drafts 2021 et 2022, avant à chaque fois de retirer son nom, parce que je pense qu'il n'avait pas vraiment l'assurance d'être drafté. Mais peu importe, il a connu un autre parcours, en se formant pendant 3 ans en Serbie, à Mega, cette pépinière de jeunes talents qui a entre autres formé Timothée Luwawu-Cabarrot ou Nikola Jokic, surtout quand même, un double MVP, et qui visiblement lui a permis de passer un cap aussi, et il a bien progressé là-bas, Malcolm. Ça, les Pistons, j'ai l'impression qu'ils s'en sont aperçus cet été. Eux qui l'ont signé pour un two-way contract, puis qui l'ont ensuite invité à la Summer League. Donc là, c'est plutôt cool, ça lui a permis de se montrer, surtout qu'à Vegas, pour cette Summer League, Casalon, je vous ai affiché ses stats, qu'il a livré d'ailleurs, il est bien monté en puissance sur les 4 matchs qu'il a disputés, lui qui pour la dernière rencontre, il fut mis dans un rôle de titulaire, et a totalement assumé avec les 16 points qu'il a mis en 23 minutes. À Détroit, a priori, il retrouvera son pote Killian Hayes, avec qui il a remporté l'argent à la Coupe du Monde U17 en 2018. Je pense qu'avant de fouler les parquets NBA pour la première fois, Casalon, il devra vraiment faire ses preuves en G-League, mais vu que son contrat two-way peut lui permettre de disputer jusqu'à 50 matchs en NBA cette saison, il y a quand même fort à parier qu'à un moment ou un autre, il aura sa chance dans cette très jeune équipe des Pistons, qui justement a pour objectif de reconstruire et de dénicher des prospects pour essayer de voir comment entourer les joueurs sur lesquels il compte le plus pour l'avenir. Ce que j'aime, c'est que, en fait, il aura pas de pression, s'il fait des erreurs, il fait des erreurs, on lui demandera pas de porter une équipe à Casalon. Cependant, je pense qu'il faut pas non plus se mentir, même si on a un Casalon qui arrive à obtenir un shot en NBA et à disputer quelques matchs, ce sera peut-être difficile pour lui de trouver un statut stable dans ce roster, vu la concurrence qu'il aura sur les postes arrière, avec des gars comme Cade Cunningham, comme Jaden Ivey, comme Ausar Thompson et comme Killian Hayes, qui a priori seront quand même très loin devant lui dans leur rotation. Mais après, qui sait, avec la maturité qu'il a gagnée en Serbie, avec des mouvements aussi qui pourraient se faire, des transferts qui pourraient se faire, de potentielles blessures dans l'effectif, je pense qu'il a les qualités athlétiques, je pense qu'il a aussi ce qu'il faut pour agir des deux côtés du terrain, mais aussi un petit shoot extérieur qu'il a su développer, et ça lui permet, j'ai l'impression, dans le profil, de se retrouver de plus en plus proche, ou en tout cas au plus proche possible du joueur NBA par excellence, qui est polyvalent, qui fait plein de choses, et qui est bon aussi bien en attaque qu'en défense. Et donc je me dis que s'il saisit les opportunités qui lui seront présentées un jour ou l'autre, ça arrivera, on a un Casalon qui pourrait avoir au minimum l'occasion de se montrer un tout petit peu à Détroit pour peut-être espérer de meilleures choses pour la suite. Et c'est déjà ça pour des débuts en NBA quand tu passes par la petite porte comme lui. Bon, pour Malcolm Casalon, globalement, on est d'accord. 69% d'entre vous pensent qu'il passera la majorité de son temps en G-League, et pour être honnête, je pense que c'est ce qui est prévu pour lui, au moins pour la première saison, sauf s'il perce vraiment, mais pour le moment c'est là qu'on peut l'attendre. 25% d'entre vous pensent qu'il peut essayer de tirer un petit peu son épingle du jeu et gagner une place dans la rotation en bout de banc. C'est tout ce que je lui souhaite, et il en est capable, tout à fait, de faire ça, donc pourquoi pas être optimiste comme 25% d'entre vous. Bon, après il y en a 6% qui le voient All-Star, ça c'est du troll, on va pas prendre ça en compte. Quoi qu'il en soit, la majorité d'entre vous voit Malcolm Casalon passer la majeure partie de son temps en G-League la saison prochaine, et je vous rejoins totalement, en espérant que pour lui l'expérience soit fructueuse et que peu à peu, avec son two-way contract, il gagne une place chez les Pistons. Enchaînons. Et si aux Spurs, il faut se rendre compte que tous les yeux, forcément, seront braqués sur Victor Wembanyama,
Il faut pas oublier que cet été, la franchise texane a également parié sur un autre Français le soir de la draft, en décidant de sélectionner Sidi Sissoko au deuxième tour avec le 44e choix, et de lui offrir assez vite un contrat sur 3 ans qui est garanti au moins sur les 2 premières années, et je trouve que c'est bien, ça lui laisse un petit peu le temps de se développer, et ce qui est encore mieux, c'est qu'à San Antonio, ce temps, pour se développer, on l'a, vu que désormais, la franchise, avec Wemby dans ses rangs, mise beaucoup plus sur le long terme que sur le moment présent, je pense que c'est clair et net. Lors de cette saison chez les Spurs, je m'attends à ce que beaucoup de joueurs soient testés, dans différents rôles, et clairement, à un moment ou un autre, Sissoko, il aura l'occasion de montrer ses qualités, parce que justement, ce qui est appréciable chez lui, c'est qu'il est capable d'occuper différents rôles. En fait, c'est ce qui est apprécié de son côté. C'est sa polyvalence, mais aussi le fait que l'an dernier, au sein de la Ignite Team en G-League, il ait su occuper un gros rôle, alors qu'il n'était pas forcément attendu à ce niveau-là, dans une saison qui, en plus de ça, a priori, l'a déjà largement préparé au jeu qu'il va connaître en NBA, ce qui, à mon sens, pourra clairement faciliter son intégration et son adaptation. Ça, moi je trouve qu'il l'a montré dans les 7 matchs qu'il a joué en Summer League cet été, en étant capable d'être utilisé au poste 2 et au poste 3 notamment. Il brille beaucoup en transition, grâce à son explosivité. Il est tout à fait capable de prendre des moissons de rebonds défensifs, j'aime beaucoup, pour ensuite fuser en contre-attaque, faire des coast-to-coast, ou même distribuer la balle. Tout ça, ça fait partie de son arsenal, et j'ai l'impression qu'un profil comme le sien, qui court, qui a de l'envie, qui n'a pas peur d'initier le contact en plus de ça, et qui saute partout en faisant un maximum de choses sur le terrain, ce sera forcément apprécié, non seulement en NBA, mais encore plus dans une équipe jeune comme San Antonio. Ajoutons à ça, et c'est important, je pense que ces bonnes lectures seront appréciées par Pop, lui qui, et ça c'est appréciable, joue toujours avec la tête levée, et ouais, je pense qu'il pourra obtenir un minimum de minutes, même si forcément, dans la rotation, avec des gars comme Devin Vassell, comme Keldon Johnson, mais aussi, j'oublie qui, Cedi Osman, Malachi Branham, il y a aussi le jeune Blake Wesley là, et bien on a un Sissoko qui aura lui aussi beaucoup de concurrence sur les postes extérieurs. Cependant, s'il montre qu'il est prêt, mentalement et physiquement, au vu de son potentiel, et je le sens tout à fait capable de ça, je pense qu'il est en mesure de peu à peu gagner des places dans la rotation, de passer devant certains joueurs que j'ai cités, pourquoi pas. Les playmakers polyvalents de grande taille comme lui sont souvent appréciés en NBA, et dans ce rôle-là, dans cette équipe des Spurs, en tant que facilitateur, mais aussi en tant que gars qui en défense peut clairement, je pense, switcher sur les postes 1 à 4, je suis assez persuadé qu'il pourrait s'épanouir. Attention quand même, parce que pour le moment, on a un roster des Spurs qui est trop rempli, l'équipe devra se séparer de au moins 1 ou 2 joueurs à l'issue du training camp, à Sissoko donc de faire rapidement ses preuves pour s'assurer d'être toujours dans l'effectif au coup d'envoi de la saison, mais a priori ça semble quand même bien parti pour, vu comment les Spurs semblent compter sur lui. En tout cas, c'est ce que j'espère de mon côté. Ok pour Sidi Sissoko, et ça s'est vraiment bien battu, parce que en fait, vous êtes 48% à l'avoir mis en backup, 48% à l'avoir mis en bout de banc, et je comprends pas Twitch, ça me dit 3%, mais ça ferait 101%. Non, ça ferait 99%, bref. Vous êtes 3%, ou peut-être 4% à l'avoir mis en starter, donc. Donc vu que ça se tape entre backup et bout de banc, et qu'il y en a d'entre vous qui l'ont vu en starter, eh bien on va le mettre en backup, parce que si on fait la moyenne, finalement c'est là qu'il doit finir, Sidi Sissoko. Perso, ouais, peut-être qu'il peut finir la saison en backup. À voir, je pense qu'il est tout à fait capable de passer devant des gars comme Blake Wesley, comme Malachi Branham, comme Cedi Osman aussi. Pourquoi pas l'imaginer backup? Je pense qu'au départ, il aura plutôt une petite moyenne de temps de jeu, 3-4 minutes, mais peu à peu, vu ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il peut obtenir la confiance de Greg Popovich et terminer la saison en tant que backup. Pourquoi pas? Je vous rejoins assez pour ce tier 3, concernant Sidi Sissoko dans cette équipe des Spurs. Dans une équipe plus compétitive, je pense qu'il n'aurait peut-être pas eu sa chance d'avoir autant de minutes, mais aux Spurs, l'imaginer backup, je pense que ça a du sens, donc let's go. Top est là, on est d'accord pour Sidi Sissoko au tier 3. Et allez, avec Bilal Coulibaly, on enchaîne avec un autre rookie français qui lui a vu sa hype monter progressivement tout au long de la saison dernière, dans l'ombre de Victor Wembanyama certes, mais aussi dans la lumière de Victor Wembanyama, en lien avec tous les progrès qu'il a fait, et eux qui n'ont rien à voir avec Wemby, et ces progrès qui sont clairement pas passés inaperçus du côté des Mets et du côté des scouts NBA qui sont venus le voir jouer. Parce que ces progrès, clairement, ils ont permis à l'ailier d'être choisi avec le 7ème choix de la dernière draft, un range que personne n'imaginait possible, il n'y a ne serait-ce qu'un an. Il faut dire aussi que, à seulement 19 ans, on a un Coulibaly qui a affiché un potentiel, mais aussi une maturité et une espèce de talent des deux côtés du terrain que peu de joueurs de son âge possèdent. Là, il va débarquer dans une équipe de Washington qui est en totale reconstruction, et même s'il sera peut-être pas titulaire tout de suite, à son poste, il semble y avoir de la place pour lui. Le français, au vu des attentes qui sont placées en lui, du côté de Washington, sinon il l'aurait pas chopé si haut, il semble tout à fait capable
capable d'aller gratter des minutes à des joueurs comme Corey Kispert ou Denny Avdia, qui seront, je pense, ses principaux concurrents dans la rotation de Wes Unseld Jr. Et puis pareil, tu peux tout à fait décaler Jordan Poole au poste 1, tu peux mettre Tyus Jones sur le banc en tant que 6e homme, un rôle dans lequel à Memphis il a largement su se mettre en valeur ces dernières années, et trouver une place, si tu y tiens, à Coulibaly dans le starting 5. Et s'il se montre en mesure d'intégrer le starting 5 des Wizards, qui semble assez accessible, ben pourquoi pas essayer de décaler ça pour lui faire une place. Quoi qu'il en soit, des options, Wes Unseld Jr. il en aura, j'en doute pas. Et vu les ambitions de ces Wizards qui s'axent sur la reconstruction et le futur, les jeunes vont jouer. Bilal pourrait donc profiter de cette situation. S'il poursuit sa progression qu'il a entamée l'an dernier à vitesse grand V, mon petit doigt me dit que l'ailier français, il pourrait vite trouver une place de choix dans cette rotation de cette équipe de Washington. Les Wizards, ils ont organisé un transfert pour le faire venir le soir de la draft. S'ils ont fait ça, c'est pas pour rien, c'est que Bilal leur a tapé dans l'œil. Voilà pourquoi j'y crois dans cette équipe, au vu de la situation qu'elle connaît en ce moment. Des opportunités, Coulibaly devrait en avoir, donc à lui de capitaliser dessus, pour ensuite voir son rôle exploser dans cette franchise. Il en a les moyens, et les 4 matchs de très haut niveau qu'il a disputés en Summer League à Vegas, encore une fois, regardez pas trop les pourcentages de ceux pour qui j'ai affiché les stats en Summer League, parce que ça n'a vraiment aucun sens vu comment ça arrose dans tous les sens dans ces ligues d'été. Mais ouais, Bilal, dans cette Summer League, il est monté en puissance crescendo, et il a terminé avec une grosse perf à 19 points, mais aussi 4 rebonds, 3 passes et 4 contres. Donc c'est propre, et tout ça, ça prouve que oui, le potentiel est là, et peut-être que les Wizards n'ont pas fait une erreur à le drafter aussi haut. Sa défense, son explosivité, sa jeunesse, sa longueur, tout ce que vous voulez en fait, les qualités, il en a plein. Tout ça, ça devrait pouvoir le rendre très serviable, en tout cas très utile, je pense, pour l'équipe de la capitale. Et alors si avec ça, je pense que, et en plus il en a les moyens, il arrive à se construire un shoot extérieur fiable, il est en train de le développer, mais c'est pas encore ça. Sky is the limit pour lui. Donc pour l'instant, il lui manque peut-être un peu ça, mais vu tout ce qu'il a à côté et vu à quel point il progresse vite, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite de la carrière de Bilal Coulibaly dans la grande ligue. D'autant plus dans cette équipe des Wizards où je pense qu'il pourra avoir du temps de jeu. Et bien pour Bilal Coulibaly, vous êtes assez optimiste, mais je vous comprends parce que là, ici, on juge de quel rôle ils auront en fin de saison. Et Bilal, peut-être qu'il commencera pas titulaire en début de saison, mais il a tout à fait les moyens d'être starter en fin de saison dans cette équipe de Washington, et vous êtes 73% à y croire, ça veut dire une très belle somme. 23% d'entre vous le voient backup, 4% d'entre vous le voient en bout de banc, mais voilà, 73%, ça fait beaucoup, et donc let's go, effectivement. Je pense pas non plus qu'il commence titulaire en début de saison, Bilal Coulibaly, mais ensuite, je pense que tu peux tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, mettre Tyus Jones sur le banc et faire un 5 avec Jordan Poole en 1, Bilal Coulibaly en 2 et Corey Kispert en 3. Je pense que ça aurait du sens. Et clairement, au vu de ce qu'il a montré en Summer League et au vu du potentiel qu'il a, le français, c'est ce que j'attends de sa part en fin de saison. Donc Bilal Coulibaly starter, on est encore raccord sur ce vote-là. On poursuit maintenant avec Moussa Diabaté qui pour sa saison sophomore, qui s'apprête à commencer là en NBA vu qu'il vient de terminer sa campagne rookie, vient de décrocher un deuxième two-way contract consécutif avec les Clippers, lui qui, comme Malcolm Casalon donc, dont on a parlé plus tôt, ne pourra pas jouer plus de 50 matchs dans la Grande Ligue cette année, à moins de voir son contrat renégocié en cours de saison et de devenir un contrat classique. Là je vous ai affiché ses stats de l'an dernier en NBA, où il a pu jouer 22 matchs quand même, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'intérieur aussi a disputé la Summer League, le temps de 2 matchs, durant lesquels, en tournant à plus de 8 points et dire bon, globalement il a fait le taf, même si on aurait pu s'attendre à un poil plus de sa part, vu que contrairement à beaucoup d'autres, lui ne découvrait pas le niveau NBA. N'empêche que bon, on va le pardonner parce qu'il y a un vilain virus et une blessure qui l'ont largement handicapé cet été, et je pense que ça explique ses performances en demi-teinte en Summer League. Bref, cela l'a pas empêché de se montrer suffisamment convaincant, parce que il a obtenu son nouveau two-way contract avec les Clippers, donc ça veut dire qu'il compte un minimum sur lui. Maintenant, aujourd'hui, on va pas le cacher, dans une équipe compétitive comme les Clippers, même si oui, je veux bien croire qu'il compte sur lui un minimum vu qu'ils lui ont offert ce contrat, il y a fort à parier sur le fait que Diabaté n'obtienne pas un gros rôle. Clairement, malgré des qualités certaines, une vraie mobilité, une longueur qui est très utile aussi, ça reste un joueur qui est encore très brut, qui doit encore travailler ses fondamentaux, qui doit encore gagner en QI basket. On lui demandera surtout, je pense, donc de se former en G-League, d'apporter son énergie, notamment en défense et au rebond lorsqu'il rentrera en jeu en NBA, parce que je pense qu'il y aura des moments où il rentrera en jeu en NBA. Cependant, on s'en rend compte, dans cette équipe au poste 5, derrière Zubac et Plumlee, ce sera peut-être dur de trouver du temps de jeu, mais derrière eux, il n'y a pas grand monde finalement, il n'y a même personne. Voilà pourquoi, si je me dis que Diabaté arrive à développer de bonnes choses, qu'il arrive à confirmer ses progrès, à mieux s'adapter au jeu NBA, à prendre de meilleures décisions, et que finalement dans le temps de jeu qu'il lui est offert avec Los Angeles, il arrive à se montrer énergique et à montrer des choses positives, même si de base lui c'est plutôt un poste 4, on a un joueur qui pourrait quand même obtenir un petit rôle dans l'équipe, et encore plus en cas de blessure d'un pivot, ce qui pourrait vraiment arriver quand on connaît Zubac et Plumlee. Faudra voir ce que ça donne, mais why not? En tout cas, si on est optimiste, c'est ce qu'on peut imaginer pour lui. L'an dernier en G-League, il a été excellent, il a même été élu dans la third team du championnat, il a été élu aussi dans la All Rookie Team. Ça montre que, je pense, il a le level pour jouer au niveau supérieur.
supérieur. À lui juste d'affiner un petit peu son jeu et de continuer sa progression pour peu à peu grappiller du temps de jeu et faire mieux qu'un joueur qui joue majoritairement en G-League. Donc voilà, à lui maintenant de montrer et de confirmer que ce bon passage au niveau inférieur peut se concrétiser au plus haut niveau. S'il arrive à le montrer, il est capable d'obtenir du temps de jeu, je pense, dans cette équipe des Clippers, qui, comme je le disais, manque vraiment de monde au poste 5. Ok pour Moussa Diabaté, et on a peut-être notre premier désaccord. Vous êtes 62% à le mettre en bout de banc, donc c'est-à-dire vous imaginez un Diabaté qui sera là dans peut-être 50 matchs NBA, où il aura peut-être 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 minutes par match, notamment dans le garbage time, en tout cas souvent présent, parce que vous imaginez davantage son rôle en bout de banc en G-League. Vous étiez 34% à le voir en G-League, et 3% à le voir en tant que backup. Perso, je l'aurais mis au tier 5 aussi, pas que je sois pessimiste, et que je ne sois pas conscient de son talent, c'est surtout que je pense que dans cette équipe comme les Clippers, qui va vraiment essayer d'aller le plus loin possible, on va pas avoir le temps de développer Diabaté, et un Diabaté a besoin de temps de jeu vraiment pour se développer. Voilà pourquoi je pense que pour se développer, il ira surtout en G-League, et voilà pourquoi je l'aurais mis dans le tier 5. Surtout que comme ça a été très justement dit dans le chat, on a un Tyronn Lue qui adore les line-up small ball et qui est tout à fait capable de jouer avec un Batum au poste 5, un Marcus Morris aussi au poste 5, et donc effectivement, si Zubac et Plumlee se blessent, on pourrait penser que Lue ferait directement appel à Diabaté, mais c'est pas sûr. Il a d'autres joueurs qu'il peut utiliser dans ce rôle, voilà pourquoi je pense que ce sera dur pour lui d'obtenir des opportunités. Maintenant, je suis peut-être un poil pessimiste par rapport à vous. Les qualités, il les a, la longueur et l'énergie, il peut en faire preuve quand il rentre sur le terrain, et peut-être que ça peut convaincre Tyronn Lue. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, de jouer un maximum de matchs possibles parmi ceux qui peut jouer avec son two-way contract, c'est-à-dire 49, 50 matchs pour lui en NBA, ce serait déjà énorme, et pourquoi pas tenter de décrocher un contrat classique qui lui permettrait de jouer même en playoff et même tout le temps, quoi. Diabaté en est capable. Je l'imagine peut-être pas capable de le faire dans ses Clippers tout de suite, mais Diabaté en est capable si on voit les choses de façon optimiste. Avec Ousmane Dieng maintenant, on va parler d'un autre sophomore après Diabaté, pour lequel je vous ai affiché les stats de la saison précédente, même si lui aussi a participé à la Summer League cet été. Mais ceux qui ont joué en NBA la saison dernière, je trouvais que ça avait plus de sens de mettre leurs stats en NBA plutôt que leurs stats en Summer League. Et bref, ce qui est positif, même si c'est pas affiché, c'est que sur les 7 matchs qu'il a joué en Summer League, Dieng, il a été très bon. Lui qui a tourné à plus de 14 points, 6 rebonds et 4 passes par match, en poursuivant sur sa très bonne lancée de la fin de saison dernière avec OKC, durant laquelle il a bien pu se montrer quand les joueurs majeurs se reposaient, ce qui lui a permis de très bien terminer sa campagne en battant son record de points en NBA, notamment avec une pointe à 22. C'est prometteur de voir que Ousmane Dieng peut mettre 22 points en NBA, je trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, ok, il a eu un temps de jeu qui était assez aléatoire. Mais en contrepartie, c'était l'un des plus jeunes joueurs de toute la ligue. Il lui fallait donc du temps pour mûrir et pour s'adapter. Et jusque-là, en termes de développement, je trouve que sa courbe de progression, sans être exceptionnelle, elle est quand même globalement très positive. On sait que ce genre de joueurs très jeunes, ils explosent généralement lors de leur deuxième ou lors de leur troisième saison. Et c'est ce qu'Ousmane Dieng est en train de faire pour sa deuxième campagne avec OKC, et s'il y arrive pas, c'est pas grave, il pourra encore le faire lors de la saison 3, lui qui a quand même été drafté avec le 11e choix en 2022, donc ça veut dire qu'on compte sur lui du côté du Thunder. En fait, ce qui le rend assez unique, Dieng, lui qui à la base a été formé comme un meneur, c'est de voir à quel point il peut faire des choses qui d'habitude sont réservées aux arrières. Parce que ouais, comme je disais, il a été formé au poste 1, et malgré sa taille de 2m06, il est tout à fait en mesure de porter le ballon, et il possède également une espèce de potentiel qui est assez dingue défensivement, toujours grâce à sa longueur et grâce à sa mobilité. C'est un joueur qui est très fluide, qui est très smooth. Pour le moment en NBA, il a surtout montré des flashs de ce que son niveau pourrait devenir, il l'a pas montré sur la durée ou dans des matchs très importants, mais en continuant à bosser comme il le fait, je pense qu'on pourrait largement être en mesure d'espérer que ce genre de flash soit plus fréquent. C'est ce que j'attends de sa part en tout cas pour sa saison sophomore. Quand on voit le chantier qu'il a pu faire en G-League la saison passée, sur les 9 matchs qu'il y a joué, il a été excellent vraiment là-bas, j'ai pas de doute, lui aussi, il a vraiment le niveau pour briller au niveau supérieur, au niveau NBA. Espérons juste que dans cette très jeune équipe du Thunder, il ait l'opportunité de se montrer, lui qui devra faire face cette année encore à une très forte concurrence à son poste, on sait que Jalen Williams par exemple lui a pris sa place dans la rotation, et c'est mérité, et pour justement garder sa place et obtenir cette place, il faudra qu'il évite les blessures, qu'il faudra qu'il continue à rester agressif. Je pense que ça va être les 2 points essentiels de sa saison, parce que l'an dernier, un côté un petit peu soft, parfois un petit peu timide lui a été reproché, et surtout, il y a une vilaine blessure au poignet qui a vite mis un frein à sa saison, qu'il a connu en plus de ça très proche du début de saison, et qui a permis à Jalen Williams de prendre sa place dans la rotation. Donc c'est clair, Ousmane Dieng, ça restera toujours un projet sur le long terme, même la saison prochaine, j'en suis sûr. N'empêche que je pense que si Daigneault lui trouve un rôle,
Ben, on a un joueur français qui sera quand même tout à fait en capacité de grappiller un temps de jeu intéressant dans cette équipe, qui malgré la jeunesse de son roster, et malgré la densité de son roster aussi, a déjà l'ambition d'aller accrocher les playoffs, et ça peut être une belle expérience et une très belle aventure pour Ousmane. Ok, pour Ousmane Dieng, ça a été très serré, ça vous a divisé un petit peu, et finalement, l'échelon qui remporte à 3% près, parce que vous êtes 46% à l'avoir choisi, c'est l'échelon 3, où pour vous, Ousmane Dieng va être backup en fin de saison prochaine avec OKC. Vous étiez 43% à le mettre dans le tier fort, 7% à le mettre en G-League, et vous étiez 4% à le mettre carrément starter. Pour être honnête, Ousmane Dieng, j'y crois, et je pense qu'à terme, il aura le niveau pour être un bon backup en NBA, et peut-être pourquoi pas un starter, comme 4% l'imagine déjà. Mais la saison prochaine, j'ai peur que ce soit trop tôt, avec une concurrence très forte à OKC. Je pense que c'est un joueur très jeune qui a besoin de temps, son potentiel est réel, j'en suis persuadé, mais est-ce que l'imaginer déjà backup dans une équipe aussi ambitieuse que OKC va l'être l'année prochaine, c'est pas un peu précipité? J'ai l'impression que si. Voilà pourquoi, moi, j'aurais plutôt mis dans le tier fort. Ouais, je pense que j'aurais mis plutôt dans le tier fort, tout en restant conscient que dans les années à venir, il sera capable d'augmenter. Mais pour cette saison 2023-2024, à mon avis, son rôle sera plutôt en bout de banc que en tant que backup. Tandis que pour moi, la G-League, aujourd'hui, ça devient de moins en moins cohérent pour un Ousmane Dieng qui là-bas a déjà largement fait ses preuves à mon sens et qui maintenant doit se développer au niveau NBA. Let's go Evan Fournier maintenant, sur qui je vais clairement pas en faire beaucoup parce que je lui ai consacré une vidéo de plus de 20 minutes déjà il y a quelques semaines. Mais en résumé, Evan, on va essayer de la faire rapidement, sa situation à New York, elle est presque floue, j'allais dire, mais elle est vraiment floue en fait, elle est plus que floue, c'est ça l'expression que je cherchais. C'est un joueur qui est toujours au Knicks et qui semble absolument plus faire partie des plans de Tom Thibodeau, le coach, qui l'an dernier ne lui a permis que de jouer 27 petits matchs et qui semble définitivement avoir sorti le français de sa rotation. Concernant le coach, et au vu des déclats d'Evan cet été, qui s'est pas caché pour critiquer publiquement le manque de communication de Tibbs, je pense qu'il y a vraiment peu de chances de le voir rejouer avec ce maillot des Knicks et la seule solution finalement c'est sûrement de demander un transfert parce que sans ça il y a quand même que peu de chances que sa situation évolue à New York. Seul un transfert vraiment je pense pourrait le sortir de ce bourbier à Evan et il faudra voir où encore, voir si l'équipe lui fait confiance et voir si l'équipe le fait jouer parce qu'il pourrait aussi y avoir un transfert où il se ferait cut direct, ce qui serait catastrophique et ce que j'espère pas parce que le problème c'est ça, c'est que personne actuellement semble vraiment taper à la porte et semble vraiment chaud à l'idée de s'approprier les services du français et c'est pas l'élimination prématurée de l'équipe de France en Coupe du Monde qui lui aura permis de se mettre en valeur et de convaincre les différentes GM en NBA, c'est dommage. Donc en attendant, il ronge son frein, il attend son trade je pense, qui est pas vraiment facile à mettre en place parce qu'il possède quand même un contrat à 19 millions Evan et pour un joueur qui suscite des doutes actuellement sur le temps de jeu qu'il peut occuper dans une franchise NBA au vu de la situation qu'il connaît à New York, c'est pas facile de se mouiller en tant qu'équipe pour l'accueillir et je pense que c'est ça qui complique son transfert actuellement. Donc voilà, si ce trade n'a pas lieu, je pense que sa saison pourrait être encore très 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 longue à Vavan et c'est dommage. Free Evan, j'ai envie de dire, parce que la motivation et l'envie de jouer, elles sont là, elles semblent quand même très présentes de son côté et je dis pas forcément qu'il s'en sortira dans n'importe quelle équipe ou qu'il s'en sortira ailleurs, mais si on lui laisse pas au moins l'occasion, encore une fois, de prouver qu'il a sa place en NBA, il risque de se morfondre bien longtemps sur le banc de New York et je pense que ça pourrait être du gâchis. Bon, pour Evan, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu des votes à tous les échelons. Certains d'entre vous, 3% d'entre vous l'ont même mis All-Star, 3% d'entre vous l'ont aussi mis Starter. Ça se discute, vu la situation qu'il a actuellement. Pour le moment, peut-être qu'il pourrait l'avoir, le niveau starter, dans une autre équipe. Mais j'en ai pas la preuve, jusque-là, je ne mettrai pas si haut. Donc je vous ai demandé de faire en sorte, si vous pensez que Evan Fournier n'a plus du tout sa place en NBA, vous mettiez G-League. Si vous pensiez qu'il avait sa place, vous le mettiez au-dessus. Vous étiez 26% à le mettre en G-League, donc ça veut dire que 26% d'entre vous pensent qu'il doit rentrer en Europe. Mais 35% d'entre vous l'ont mis en bout de banc. Donc 35% d'entre vous pensent qu'il peut au moins avoir un rôle en bout de banc dans une autre équipe. Et 32% d'entre vous pensent qu'il peut au moins être un bon backup dans une autre équipe. J'ai même vu certains dans le chat dire qu'il pourrait avoir un rôle de 6, 7e, 8e homme dans une équipe qui gagne. Ça, je pense pas, ça reste encore à prouver. Du coup, je sais pas, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau d'Evan et sur sa situation actuelle, je pense qu'il est trop tôt pour l'imaginer quitter la NBA ou pour rentrer en Europe, j'avais dit que ce Tier 5 G-League pouvait aussi servir à ça, donc du coup, je le mets en bout de banc. Je suis assez persuadé qu'il jouera pas à New York, mais je pense que ce rôle en bout de banc, c'est le minimum qu'il pourrait avoir dans pas mal d'autres équipes NBA, voire plus, mais avant de le mettre plus haut, j'aurais besoin de preuves le concernant.
Avec Rudy Gobert maintenant, on va parler du seul joueur français encore en activité à avoir déjà connu les honneurs de sélection au All-Star Game. Lui, il a passé 9 ans à Utah et il découvrait l'an dernier une toute nouvelle franchise en débarquant dans une équipe de Minneapolis qui comptait fort sur lui pour transformer le jeu de l'équipe, notamment du côté défensif, vu qu'avec Gobert on parle quand même d'un joueur qui en carrière, et c'est notable quand même, a remporté 3 fois le trophée de meilleur défenseur de la NBA. Le souci, c'est que l'adaptation pour Rudy, elle s'est pas faite de façon fluide à Minnesota, avec un pivot qui, ça se voyait, avait besoin de temps pour s'adapter au nouveau système, au système de Chris Finch, qui, quand tout le monde était en bonne santé, l'obligeait aussi à jouer avec un Karl Anthony Towns à ses côtés dans le 5 de départ, qui lui aussi, un 4, devait faire preuve d'adaptation, vu qu'il était décalé au poste 4. Donc il y avait des automatismes qui étaient essentiels à trouver, et ça, vu qu'on a un 4 qui a manqué les 3 quarts de la saison en raison d'une blessure, ça a pas été facile, même si Rudy a montré de meilleures choses sur la deuxième partie de la saison. La première partie de la saison, j'ai trouvé très compliquée. La deuxième partie, à partir du moment où il y a son pote du Jazz, Mike Conley, qui est arrivé à la main, ça allait quand même bien mieux, et je trouve que sur certains flashs, il a montré qu'il pouvait rendre de bons services à cette équipe de Minneapolis. Du coup, moi, j'ai pas de doute concernant Gobert. Ses qualités qui lui ont permis d'être All-Star, elles sont toujours là. Le problème, c'est que l'an dernier, la situation et sa nouvelle franchise, en fait, le fait de devoir s'adapter et de créer des automatismes, ça lui a pas permis de mettre ses qualités en avant. Cette année, après une saison dans les pattes déjà du côté des Wolves, je pense qu'il aura plus d'excuses, et ce qu'on attend de lui, c'est justement qu'il puisse montrer à nouveau qu'il fait toujours partie des meilleurs défenseurs au monde, et ensuite le reste suivra. De toute façon, c'est bien plus en défense que en attaque que je l'attends, Rudy Gobert, au vu de tous les joueurs qui sont capables de mettre des points à Minnesota. Et si Gobert fait une saison de niveau Deep Boy, pour moi ça voudra dire qu'il retrouve son niveau All-Star. Après, à ce qu'il en est capable encore dans ce système de Minnesota, c'est à lui de le prouver. Maintenant, si je suis totalement honnête et que je réfléchis à l'association entre Towns et Gobert, je dois le dire, j'y crois que très peu. Ceci dit, il faudra trouver des solutions pour faire évoluer ensemble ces deux hommes. Je vais pas dire que je suis sûr à 100% que ça va pas marcher, et je comprends que Minnesota continue à tester. Visiblement, ils ont réussi à tirer des conclusions de ce qui s'est passé l'année dernière, et donc je demande à voir. Par contre, si ça marche pas, et si ça continue à pédaler dans la semoule, cette association entre les deux pivots, il faudra peut-être réfléchir à un transfert si on veut continuer à avoir des ambitions. On a un pivot français là en tout cas qui mentalement a l'air prêt, il a l'air déterminé à l'idée de faire taire ses détracteurs et tous les gens qui l'ont critiqué, pardon. Il a promis récemment qu'il allait faire la saison de sa life, qu'il travaillait dur pour ça, donc voilà maintenant à toi Rudy de matérialiser ce beau discours sur le terrain maintenant, et de te rapprocher à nouveau le plus possible du niveau All-Star que t'avais atteint il y a encore un an, ou il y a encore, non pas un an, mais qui a encore peu de temps avec Utah. Bien sûr, la saison passée, elle a été compliquée pour Rudy, malgré des choses quand même qui ont été prometteuses, comme j'ai dit, sur la deuxième partie de la saison. Il y a eu les histoires avec Kyle Anderson aussi, qui depuis est parti, et j'espère que maintenant Rudy Gobert arrivera à faire sa place dans la cohésion et dans l'alchimie de l'équipe, à mieux se sentir dans sa peau aussi. Peut-être que le fait d'avoir pris ses marques l'aidera pour ça. Donc voilà, maintenant il faut espérer que cette saison compliquée serve de base et de motivation pour faire mieux lors de la saison prochaine pour le pivot, et j'ai l'impression qu'en tout cas, comme je disais, psychologiquement, il semble complètement prêt à faire ça. C'est bien, maintenant il faut qu'il le prouve sur le terrain, on va voir si vous y croyez ou non. Ok pour Rudy Gobert, et là vous êtes 54% à le mettre starter, donc on va le mettre au tier 2, aux côtés de Bilal Coulibaly. Je vous avais dit, le niveau All-Star, c'est pas forcément dire qu'il sera All-Star de la saison prochaine, mais dire qu'il pourra faire partie des 40 joueurs qui seront dans la discussion pour le All-Star Game. Et ça perso, je pense qu'il peut en être capable. Peut-être que je suis optimiste concernant Rudy, mais je pense que, en ayant fait ses marques du côté de Minnesota, vous étiez 38% à le voir dans ces 40 joueurs-là, et je pense que j'aurais fait partie de ceux qui ont voté comme vous, parce que je le crois toujours capable de faire partie des meilleurs pivots de la conférence Ouest. Peut-être pas All-Star, mais dans la discussion, je pense qu'il est largement capable d'y être. En tout cas, je l'espère, parce que il a les capacités pour l'être. Vous êtes 5% à l'avoir mis en tant que backup. Ouais, autant j'aime beaucoup Nasrid, mais je vois pas Nasrid passer devant lui dans la rotation. 3% d'entre vous qui doivent vraiment pas l'aimer ou qui trollent, qui l'ont mis en G-League. Non, pour moi, ça se jouait entre All-Star et Starter. En vrai, c'est plutôt un tier 1,5, j'ai envie de dire, qu'un tier 2, et ça s'est vu que la majorité des votes étaient à ces deux échelons. Perso, peut-être que je suis plus optimiste que vous, mais au vu de l'impact défensif qu'il peut avoir et de la bonne progression qu'il a connue tout au long de la saison passée, notamment après l'arrivée de Mike Conley, je pense qu'on a un Rudy qui peut faire partie de la discussion des 5-6 meilleurs pivots de l'Ouest, et donc être potentiellement en discussion pour le All-Star Game. Allez, évoquons Killian Hayes maintenant, qui, comme Malcolm Casalon, dont on a parlé en début de live, a priori jouera toujours pour les Pistons cette saison. Et si je dis a priori, c'est que dernièrement, on l'a entendu, il y a des rumeurs de transfert qui ont entouré la situation du Français, qui à Détroit, même si l'équipe est jeune, verra énormément de concurrence sur son poste.
C'est une équipe des Pistons qui a drafté successivement Kate Cunningham, Jaden Ivey et Ausar Thompson. Que des gars qui peuvent jouer sur le poste de Killian Hayes. Donc est-ce qu'on a un arrière qui peut trouver un temps de jeu conséquent au milieu de tous ces jeunes arrières qui sont ultra prometteurs? Je me dis qu'il n'y a rien de moins sûr. Tant le management de Détroit semble compter sur eux, et tant Hayes, même avec plus de temps de jeu l'an dernier, a montré que dans le scoring et l'adresse au tir, il pouvait avoir de grosses limites. Et ça, en vrai, c'est dommage parce que c'est son principal souci. Pour ce qui est du scoring, souvent, il semble se brider mentalement. Et c'est un petit peu embêtant parce que partout ailleurs, dans tous les autres secteurs, je trouve que globalement il assure. On a un Hayes qui a quand même tourné à plus de 6 passes par match la saison dernière, qui est capable d'être un très bon playmaker, un joueur qui joue intelligemment, qui a une bonne vision de jeu, qui joue avec sa tête et qui possède un vrai sens du jeu. Et défensivement, de l'autre côté du terrain, c'est pareil, ce qui montre est fort. Encore une fois, il joue de façon très intelligente et il a le physique et la longueur pour éteindre pas mal d'arrières adverses. Clairement, je pense que l'arrière français, il a tout d'un potentiel lockdown. Lockdown, c'est peut-être un peu abusé, mais au moins d'un très bon défenseur. Le souci en NBA, on connaît, c'est que dans cette ligue, si t'es pas un scoreur, ça devient quasiment impossible d'exister. Et malheureusement pour Killian, depuis sa draft en 2020, jamais il a réussi à trouver le déclic dans ce secteur de jeu, semblant trop douter et semblant subir des crises de confiance trop fréquentes qui lui font shooter globalement avec une adresse assez catastrophique, malgré certains flashs positifs que je veux pas lui enlever et qu'il a pu montrer en gagnant du temps de jeu avec la blessure de Cunningham la saison passée. Donc voyons maintenant si l'arrivée de Monty Williams en tant que nouveau coach peut lui permettre de débloquer son talent au scoring, mais encore une fois, j'y crois que moyennement, parce qu'au vu de la concurrence, ça va être compliqué de lui trouver beaucoup de temps de jeu, et je pense qu'il a besoin de temps de jeu pour trouver cette confiance, parce que même quand il en a eu, il a eu du mal à le trouver. Et clairement, disons-le, j'ai l'impression que de moins en moins, il fait partie du projet futur des Pistons. Il a eu plusieurs chances pendant ces 3 saisons NBA, jamais il a vraiment réussi à les saisir. C'est pas par hasard que les Pistons ont continué à drafter sur son poste, je pense, et ça montre que de moins en moins il compte sur lui. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à dire que cette saison représente un peu sa dernière chance en NBA, mais ce qui est certain, c'est que s'il reste à Détroit, qui squatte le banc, ou même s'il va ailleurs d'ailleurs, et qui continue à shooter avec ses pourcentages, on pourra le dire que la suite de sa carrière NBA pourrait quand même d'un coup s'inscrire en pointillé, parce qu'il faut savoir qu'il va être agent libre en 2024, et est-ce que quelqu'un voudra le récupérer ? Ce sera à voir, et je pense que sa saison va dépendre va amener beaucoup de choses, et la suite de sa carrière va beaucoup dépendre de sa saison. De ce qui se dit, dans le cadre d'un trade, il y aurait les Mavericks qui étaient intéressés. Est-ce qu'un nouveau départ, ça pourrait changer le cours de la mauvaise spirale que l'arrière français connaît depuis son arrivée en NBA ? Ce sera à voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il est toujours un joueur des Pistons, il faut le considérer comme ça, et que dans ce contexte d'embouteillage à son poste, je pense que ce sera difficile pour lui de choper de bonnes opportunités pour se montrer, lui qui pourtant a passé une grosse partie de son été à la salle et qui dans les dernières images que j'ai vues semble vraiment s'être développé physiquement. Est-ce que ça lui suffira pour percer ? Je lui souhaite. Maintenant, est-ce qu'il en sera capable ? On va voir ce que vous en pensez avec les sondages. Pour Killian Hayes, vous êtes plutôt optimiste, en tout cas plus que moi. Parce que 49% d'entre vous le voient en backup, donc un joueur de la seconde unit de Détroit. Vous pensez que ce sera le rôle qu'il aura l'année prochaine. 34% d'entre vous le mettez en bout de banc, 9% d'entre vous le voient en G-League, je pensais qu'il y en aurait plus, mais c'est bien, 9% d'entre vous pensent qu'il n'a plus sa place en NBA. Vu comment je le lis sur les réseaux, je pensais qu'il y en aurait plus dans ce tir. 6% d'entre vous le voient All-Star, on va pas abuser. 3% d'entre vous le voient Starter. Je vois pas trop comment il pourrait être starter. Non, en vrai, pourquoi pas backup dans une autre équipe ? Ce sera à voir, ça mérite d'être étudié. Mais pour l'instant, il est un joueur des Pistons. Et malheureusement, je pense qu'au vu de l'embouteillage qu'il va avoir aux Pistons, j'aurais mis un Killian un petit peu plus bas, personnellement, au tir fort. Voilà, ça fait partie des désaccords qu'on a avec Ousmane Dieng, que j'aurais sûrement mis au tir fort aussi, et Rudy au tir one. Mais let's go, je lui souhaite. J'aimerais bien qu'il soit backup à Détroit. Ça voudrait dire qu'il ait 15-20 minutes par match et jouer à tous les matchs. C'est tout ce que je lui souhaite, parce que s'il est dans ce rôle-là, peut-être qu'il aura au moins un minimum l'occasion de se montrer. Et ce sera essentiel de réussir à se montrer pour la suite de sa carrière en NBA, parce que je le rappelle, l'été prochain, il sera agent libre. Avec Théo Malédon, maintenant, on enchaîne sur un autre meneur de jeu qui, à la base, en plus de ça, il est de la même cuvée, comme Killian, pouvait être prévu pour une belle carrière en NBA, même si lui, en 2020, il a été drafté seulement au début du second tour. Et clairement, si on fait le bilan de ses 3 premières saisons en NBA, à Théo, c'est pas non plus ouf, c'est en tout cas bien en dessous de ce que j'attendais de sa part. Malgré de bonnes choses qui ont été montrées lors de sa saison rookie à OKC, on a un joueur qui a pas réussi à confirmer la saison suivante, qui a vu son temps de jeu et ses stats forcément qui ont diminué, notamment en raison lui aussi d'une adresse qui est loin d'être au rendez-vous tous les soirs, notamment sur le shoot à 3 points. Résultat, l'an dernier, il a pas été gardé par le Thunder au moment de l'été, mais Théo a quand même trouvé l'opportunité de rester en NBA grâce à un two-way contract qu'il a signé avec les Rockets. Ok, il a dû passer par l'étape two-way contract,
Mais c'est comme ça, il a pu continuer à vivre son rêve. Malheureusement, de son côté, on s'en rend compte, hein, parce que année après année, c'est un joueur qui voit son temps de jeu et ses opportunités qui diminuent en NBA. Vu que l'année dernière, il a joué que 44 matchs dans la grande ligue avec Charlotte, avec un temps de jeu qui était inférieur à 20 minutes, c'est peu. N'empêche que lui, il reste clair. Et il l'a dit, hors de question de rentrer en Europe pour le moment. Son objectif, c'est de faire sa place en NBA et il s'en sent capable. Aujourd'hui, il faut le savoir, sa situation elle est floue parce qu'il était restricted free agent cet été, parce que les Hornets lui ont proposé une qualifying offer à 1,8 million, mais il l'a toujours pas signé, peut-être en attendant de recevoir une meilleure offre, je sais pas s'il en a reçu, en tout cas il en a signé nulle part ailleurs, et c'est plutôt problématique, parce que c'est quand même un joueur qui a une science de jeu certaine, mais en parallèle, ses difficultés sur le shoot extérieur et son irrégularité sur son scoring lui portent vraiment atteinte. Est-ce qu'il sera quelque part pour le training camp? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, et les Hornets pourraient bien décider de le conserver, vu que l'an dernier il semblait plutôt satisfait de l'apport du français globalement, sauf que bon, pour l'instant, rien de sûr du côté de Charlotte, vu que l'équipe a déjà 15 joueurs au contrat garanti, ils ont 2 two-way contracts et 4 contrats Exhibit 10 pour le training camp. Donc autant le dire, même s'il lui reste peut-être une place potentielle en tant que two-way contract, c'est assez bouché dans le roster de Charlotte à l'heure actuelle, et pour le moment, il n'y a aucune certitude que ça se concrétise avec cette franchise. Disputer un training camp, pourtant, je pense que ce sera le meilleur moyen pour lui de refaire ou de faire ses preuves en NBA afin d'intégrer un roster avant la reprise, mais jusque-là, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil, et sa saison, en tout cas sans contrat pour le moment, semble plutôt se diriger vers la G-League que vers la NBA à Théo Malédon. Bon, pour Théo Malédon, on est plutôt d'accord, hein. Moi aussi je l'aurais mis en G-League, vous êtes 55% à le mettre en G-League, 30% d'entre vous le voient potentiellement en bout de banc, pourquoi pas, hein, on pourrait espérer ça, 15% d'entre vous le voient carrément backup. Pour l'instant, alors qu'il n'est pas de contrat, j'ai du mal à être aussi optimiste que vous. Non, moi je rejoins les 55% qui l'ont mis en G-League. À mon avis, Théo, il va, pour l'instant il a pas de contrat, et même s'il en chope un, ce sera pas un contrat qui lui garantira beaucoup de minutes. Donc quoi qu'il en soit, à mon avis, sa saison, elle va passer par la G-League. Comme on l'a dit, il a pas envie de rentrer en France. Ça, j'ai lu dans le chat, vous me dites, vous allez voir, il sera rentré en France dans 2 mois. Ça, je pense pas, je pense qu'il va faire sa saison complète en G-League. Il est capable d'y briller et d'y faire des choses. Mais si cette saison en G-League ne lui permet pas de trouver un contrat NBA en cours de saison, qu'il soit bon ou pas d'ailleurs, peut-être qu'à la fin de la saison 2023-2024, il sera temps de faire ses bagages vers l'Europe. En attendant, oui, effectivement, je vois cette saison plutôt en G-League, et ça peut être une étape nécessaire pour Théo, et on l'a déjà vu, il est capable de briller dans cette G-League, donc s'il continue à le faire, peut-être qu'il peut se refaire une petite place en NBA, mais malheureusement, je pense qu'il va d'abord devoir passer par beaucoup de matchs en G-League, et ces matchs-là, ils vont devoir être très bons pour espérer continuer à construire sa carrière outre-Atlantique pour Théo. Tiens, maintenant, justement, on parlait de Théo Malédon juste avant, et voilà un joueur qui potentiellement a pris la place de Théo Malédon à Charlotte, avec Frank Ntilikina, qui joue lui aussi au poste 1, au poste 2, et qui après son passage à Dallas la saison passée, a trouvé preneur du côté des Hornets. Alors que, jusqu'à sa signature, on avait le futur du français en NBA qui était plutôt incertain, on l'annonçait même à Lasvel de mémoire, on a un arrière qui a finalement convaincu les dirigeants de Charlotte, grâce, je pense, notamment à ses performances défensives, malgré son incapacité relative à être une menace sérieuse et régulière au tir. Lui aussi, ils sont nombreux les arrières français à être dans cette situation. Encore une fois, c'est dommage, parce que je suis persuadé que si Frank, en attaque, arrivait à se développer dans un rôle de spot-up shooter au minimum, qui pourrait rentrer quelques shoots dans le corner quand on le trouve démarqué après des prises à 2, on lui donnerait bien plus de minutes, mais malheureusement c'est pas le cas. Il peut le faire de temps en temps, mais ça reste pas suffisamment régulier pour obtenir de grosses minutes. Il pèse pas assez en attaque, en tout cas pour que ce soit le cas en NBA. Si bien sûr il a un bon playmaking qui peut toujours servir, son apport jusque-là dans la grande ligue, il se fait quasiment que d'un côté du terrain en défense, et forcément que ça le pénalise pour trouver du temps de jeu de régulier. Je le répète, et je le dirai peut-être pour Killian Hayes, Théo Malédon et Frank Ntilikina, mais la NBA c'est une ligue de scoreurs avant tout, et si tu ne scores pas, t'as intérêt à vraiment être élite dans les autres domaines pour trouver du temps de jeu, et même si t'es élite, tu as besoin d'apporter un minimum de certitude en attaque, et c'est un petit peu ce qui fait peiner nos 3 joueurs français qu'on a enchaînés. Donc là on a un Ntilikina qui s'apprête à connaître sa 3e franchise de NBA de sa carrière, mais jusque là, où qu'il soit passé, on a un Frankie qui a jamais réussi à s'imposer sur le long terme. À Charlotte, je me dis que si on l'a signé, c'est qu'on compte sur lui, et mine de rien, derrière LaMelo Ball et Terry Rozier, qui a priori joueront sur les postes 1 et 2, il pourrait peut-être trouver une place dans la seconde unit, surtout avec un LaMelo qui reviendra de blessure et qui pourrait être protégé pendant cette campagne, peut-être être un minimum load managé, et je pense que LaMelo, si il a la moindre petite alerte physique ou le moindre petit pépin, on n'hésitera pas à le mettre sur le banc, parce que c'est pas cette année qu'à Charlotte on va tenter d'être compétitif. Donc
dans cette situation, est-ce qu'on a un Ntilikina qui arrivera enfin à s'imposer comme une pièce majeure dans la seconde unit? Peut-être au niveau des rotations, il est capable de le faire. Pour ça, par contre, il va falloir espérer le voir mettre dedans avec un petit peu plus de régularité, parce que sans ça, on a un autre joueur qui peut jouer au poste 1 et 2, le rookie Nick Smith Jr., qui a un profil totalement opposé, mais qui lui, offensivement, peut dynamiter une défense, même s'il défend peu, qui pourrait rapidement être préféré à Ntilikina, qui finalement, lui aussi, vit peut-être sa dernière chance en NBA, en tout cas la saison de la dernière chance, alors que plusieurs rumeurs, comme on l'a dit, le voyaient déjà faire son retour en France lors de l'été qu'on vient de terminer. Ok pour Frank Ntilikina. Les sondages ont rendu leur verdict et vous êtes 50% à le voir en bout de banc du côté de Charlotte la saison prochaine. Vous étiez 43% à le voir en tant que backup et 7% en tant que 7% dans la G-League. Et en vrai, j'aurais vraiment hésité comme vous, 50% ici contre 43% ici, à le mettre entre le tier 3 et le tier 4. La vérité, c'est que je me dis qu'à Charlotte, derrière Rozier, derrière Ball, derrière Bouknight, derrière Nick Smith Jr. aussi, et ça a été très justement évoqué dans le chat, qui va défendre? Il y a personne sur les postes arrière pour être envoyé sur des missions défensives. Et je pense que rien que pour ça, il pourrait avoir du temps de jeu en tant que backup. Et j'aurais peut-être eu tendance à le mettre dans le tier 3 au vu de la situation de Charlotte. Maintenant, pour garder ce rôle de façon stable, et c'est ce que Frank Ntilikina a besoin pour stabiliser la suite de sa carrière en NBA, d'avoir ce rôle plus régulier, plus fréquent, de jouer à tous les matchs, il faut qu'il mette un minimum dedans. Il en est capable, on l'a déjà vu, au moins de mettre des shoots sur catch and shoot. J'espère qu'il trouvera son adresse et sa confiance, et si c'est le cas, clairement, il sera un backup. Même s'il n'y arrive pas, je pense qu'il pourra l'être, grâce à ses missions défensives. J'en attends plus de lui, mais je comprends aussi le tier 4. Pour moi, c'était un vrai tier 3,5, et même si je l'aurais mis dans le tier 3, pas de gros désaccords concernant Frank Ntilikina. Quatrième et avant-dernier rookie du jour parmi les Français en NBA, voilà maintenant Rayan Rupert, qui a été choisi à la 43e position de la dernière draft par Portland. Donc lui, comme Ousmane Dieng, il a fait ses armes en Nouvelle-Zélande dans le championnat australien, et l'arrière, qui est spécialiste de la défense, il a réussi, malgré une saison compliquée, encore une fois quelques blessures, finalement il a réussi à percer, à se faire drafter, et maintenant il compte bien tenter de se faire sa place dans cette équipe des Blazers, qui n'attend plus que de transférer Damian Lillard pour donner les clés aux jeunes et entamer une reconstruction. Même si lui aussi, Rayan Rupert semble être un joueur très brut du haut de ses 19 ans, qui sera lui aussi l'un des plus jeunes de la ligue l'année prochaine, et j'avais d'ailleurs largement évoqué son cas dans un Airball Project qui lui était dédié il y a quelques mois. En termes de potentiel, son profil pourrait quand même sembler intéressant, d'autant plus dans une équipe dont l'objectif semble être principalement de penser au futur, comme les Blazers sont en train de penser au futur. Voir que Portland lui a proposé un contrat garanti sur au moins 2 ans, malgré son statut de deuxième tour de draft, pour moi ça montre que oui, l'équipe semble vraiment compter sur le français, et ça c'est cool. Maintenant, est-ce que je m'attends vraiment à le voir beaucoup jouer la saison prochaine? Pas vraiment, surtout que dans un profil défensif devant lui dans la rotation, sur son poste aussi, il aura par exemple déjà un Matisse Thybulle, sachant qu'en parallèle, de grosses minutes aussi devront être données à des joueurs comme Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anthony Simons sur les postes 1 et 2, et qui en plus de ça, eux pourraient être les clés de la future reconstruction des Blazers, sans même parler des pièces qui pourraient être reçues dans le cadre d'un futur trade potentiel de Lillard, qui pourraient aussi être des postes 1, 2 ou 3, et qui pourraient prendre du temps de jeu à Rayan Rupert. Donc je m'attends surtout à le voir sur le banc cette saison, à sûrement passer beaucoup de temps en G-League pour se former, pour prendre le temps de s'adapter à la NBA, et prendre le temps de mûrir aussi, et de se développer. La Summer League qu'il a vécu cet été, et dont j'ai affiché les stats, s'est montré quand même bien compliqué pour lui. Je pense que Rupert, de toute façon, au vu de son âge, c'est sûr, c'est surtout un projet à long terme, dont j'attends pas grand chose cette saison, pour être honnête, même dans une équipe comme Portland. Mais bon, après, qui sait, peut-être qu'avec un bon training camp, il peut convaincre Chauncey Billups, lui qui est capable d'apporter beaucoup d'intensité dans son jeu. C'est tout ce que je lui souhaite, afin de maximiser les chances de devenir à terme le très bon 3&D que son potentiel peut lui permettre de devenir. Il a une envergure de grand malade, il pourrait rendre de très très bons services défensifs, et si peu à peu il est en mesure de confirmer les progrès qu'il a fait au shoot de loin, et qu'il a commencé à dévoiler la saison passée, il a une très belle mécanique d'ailleurs, et ça me laisse optimiste pour la suite des progrès au shoot de Rayan Rupert. Je me dis qu'avec ça, les opportunités pourraient finir par arriver. Donc pour cette saison, j'y crois bof, c'est un peu tôt, pour moi ce genre de prospect à long terme, comme je disais plus tôt, ça perce, c'était quand je parlais d'Ousmane Dieng, quand je disais ça explose plutôt en saison 2 et en saison 3, donc c'est pour ça, pour cette saison j'y crois moyen, mais s'il montre de bons flashs sur les opportunités qui lui seront offertes, soit en G-League, soit sur le faible temps de jeu qu'il pourrait avoir à Portland, pourquoi ne pas l'imaginer avoir un meilleur rôle dans un an? En tout cas, c'est la trajectoire qui est un petit peu prévue pour la suite de la carrière NBA de Rayan Rupert. Pour Rayan Rupert, vous êtes 46% à le mettre là où je l'aurais mis, en G-League. Je vous explique après, je vous fais d'abord le bilan des autres ranges, des autres échelons. Vous étiez 36% à le mettre en bout de banc, et 18% déjà en tant que backup.
Pour moi, comme je disais, c'est trop tôt pour le mettre en tant que backup. Pourquoi pas en bout de banc si vous voulez. Mais comme je disais, la rotation, elle risque d'être très dense à Portland pour un joueur qui pour l'instant est surtout un projet. Un projet à long terme certes, qui a du potentiel et auquel le management croit, mais qui est surtout un projet. Et pour moi, c'est un projet qui va d'abord avoir besoin de se développer majoritairement en G-League, c'est pour ça que je le mets là. Maintenant, si je le mets là, contrairement à certains autres joueurs qu'on a mis ici en disant, comme Malédon, je me rappelle, vous l'avez mis là en attendant qu'il quitte la NBA parce que vous y croyez moins, Ryan Rupert, lui, si je le mets à cet échelon-là, c'est pour justement espérer qu'il augmente, parce que je le rappelle, il a seulement 19 ans. Donc pour moi, c'est un G-League, oui, mais un G-League positif, qui pourrait être voué à progresser, pourquoi pas, au fur et à mesure de la saison, même si cette saison, comme je disais, j'y crois bof, mais surtout au fur et à mesure de ces saisons qu'il va vivre en NBA dans le futur. Lui, qui, je le rappelle, a quand même un contrat garanti sur 2 ans à Portland, qui pourrait lui laisser le temps de faire un minimum ses preuves. Parlons maintenant d'Olivier Sarr, qui, malgré les difficultés qui sont réelles et qui connaît à trouver un contrat garanti sur la durée en NBA, continue à s'accrocher à son rêve, lui qui pour la 3e année consécutive portera le maillot du Thunder, même s'il a fait le training camp avec Portland la saison passée, il a jamais joué un match officiel avec les Blazers. Donc lui, ouais, il a signé un nouveau two-way contract avec eux cet été, et ça montre que, au moins du côté d'OKC, il commence à être un joueur apprécié. Après, il faut s'en rendre compte. En 2 ans, on a un Olivier Sarr qui a joué au total que 31 matchs en NBA, et seulement 9 l'an passé. C'est vraiment très faible, et je pense qu'il faudra s'attendre à le voir bien plus souvent avec l'équipe de G-League qu'avec l'équipe 1 du côté d'OKC. Maintenant, c'est appréciable quand même de voir, comme je disais, à quel point le management veut toujours lui faire confiance, et surtout à quel point il a taffé ces dernières saisons. Parce qu'au départ, au début de sa carrière en NBA, et même à la fin de sa carrière NCAA, c'est aussi pour ça qu'il a pas été drafté, il avait un profil de pivot un petit peu trop à l'ancienne qui le handicapait, je pense, aux yeux des scouts et aux yeux des différentes GM de la NBA. Et depuis, j'ai trouvé qu'il avait bien bossé, qu'il avait bien progressé sur sa mobilité et sur son shoot, afin de correspondre maintenant davantage aux standards de la NBA. Et je trouve que ça a apporté ses fruits. Est-ce que ça suffira maintenant pour intégrer vraiment la rotation du Thunder pour disputer les 50 matchs que son contrat lui autorise à jouer en NBA ? Pas sûr. Néanmoins, si en G-League il accumule les cartons comme il a déjà été capable de le faire, c'est possible qu'on ait un Marc Daigneault qui s'intéresse de près à son cas, parce que finalement, dans la rotation d'OKC, derrière Chet Holmgren et Jalen Williams, il n'y a pas grand monde, et je me dis qu'Olivier Sarr pourrait peut-être prendre la place d'un Jeremiah Robinson Earl, qui jusque-là était plutôt décevant du côté du Thunder, et peut-être que finalement Olivier Sarr en bout de banc pourrait prendre quelques minutes, à voir. Quoi qu'il en soit, je trouve que le pivot, il semble avoir la bonne attitude, chaque match en NBA, il le joue comme si c'était un petit peu un entretien, une interview pour un job, un entretien d'embauche, c'est le mot que je cherchais, en gros comme si c'était son dernier match en NBA, donc il donne tout, et voir que mine de rien, il a pu planter une perf à 22 points et 15 rebonds pour son dernier match la saison passée, bien sûr quand les titulaires étaient au repos, mais quand même, 22 points, 15 rebonds, faut le faire en NBA, et je pense que ça peut nous permettre de garder un petit peu d'optimisme le concernant. Et je pense que ça a aussi grandement participé au fait que OKC lui propose un deuxième two-way contract. Donc à Olivier Sarr maintenant de continuer à jouer dur pour essayer de trouver un peu de stabilité dans la grande ligue, même si clairement dans cette équipe qui est jeune et dense du Thunder, on en parlait quand on évoquait le cas d'Ousmane Dieng, ce sera probablement compliqué pour lui de percer définitivement, parce que il y aura quand même, quoi qu'il en soit, même s'il fait une très bonne saison, des joueurs plus référencés que lui devant lui. Mais bon, qui sait, encore une fois, des transferts, des blessures, et puis des bonnes perfs de la part d'Olivier Sarr, mais ça peut aussi lui permettre de faire mieux que les attentes que l'on prévoit actuellement le concernant. Et concernant Olivier Sarr, vous y croyez globalement. Pour moi, ça se jouait entre le tier 4 et le tier 5. Le tier 4 si on est optimiste, le tier 5 si on l'est un peu moins. Et vous êtes 48% à l'avoir mis dans le tier 4 et 44% dans le tier 5. Après, il y avait 8% d'entre vous qui l'avaient mis dans le tier 3. Je pense que c'est un petit peu élevé. Pourquoi pas le tir fort pour Olivier Sarr. On l'a dit, même si Pokusevski c'est pas un concurrent direct dans la rotation, parce que je le vois plutôt comme un poste 4 et un poste 3, il vient de se blesser, Olivier Sarr peut avoir des minutes, comme on l'a dit, devant Jeremiah Robinson Earl, ça c'est la version positive, et devenir peut-être le 3e pivot de cette équipe d'OKC, pourquoi pas jouer un maximum de matchs en NBA, pour trouver du temps de jeu derrière Chet Holmgren et Jalen Williams. Clairement, cette version optimiste, elle est possible. Maintenant, il y a la version un peu plus pessimiste, où Jeremiah Robinson Earl reste devant lui dans la rotation, Marc Daigneault continue à utiliser des 5 small ball où il n'a pas forcément besoin d'un 3e pivot, et dans ce cas-là, on a un Olivier qui passera énormément de temps en G-League et peu de temps en NBA. C'est pas ce que je lui souhaite, mais cette version existe. Pour moi, on a un Olivier Sarr qui est plutôt un tier 4,5, je valide les deux tiers, il n'y a pas de désaccord ni avec l'un ni avec l'autre, et ça se confirme dans vos votes, qui étaient presque à égalité pour le tier 4 et pour le tier 5. Et enfin, last but not least, parlons de Victor Wembanyama, le first pick de la dernière draft sur qui énormément d'attentes reposeront pour sa saison rookie. Du côté de San Antonio,
tout semble être fait pour mettre au maximum le nouvel élu, si je peux me permettre, dans les meilleures dispositions possibles, lui qui sera, selon les dernières rumeurs, plus utilisé au poste 4, son poste naturel, qu'au poste 5, comme on aurait pu l'imaginer au départ au vu de la composition du roster de San Antonio. Et ça déjà, ça me rassure pas mal de voir qu'il va être au maximum utilisé à son poste naturel, dans lequel il brillera avec le plus de facilité et dans lequel il aura le moins à s'adapter. Maintenant, il faut s'en rendre compte. Wemby, c'est l'un des prospects qui a suscité le plus de hype all-time avant sa draft. Et forcément, il sera attendu au tournant. Lui qui est déjà imaginé par certains comme un futur Hall of Famer, limite no-brainer. Et le truc, c'est que si on parle de ça, si on l'imagine déjà comme un futur Hall of Famer, c'est que ses qualités, elles sont vraiment réelles. Jamais on a vu un joueur de plus de 2m20 comme lui, avec autant de qualités offensives pour créer, pour lui ou pour les autres, autant de qualités pour porter la balle et pour shooter aussi dans toutes les positions. Malgré son physique qui peut être considéré comme plutôt frêle, avec ses appuis, avec sa taille, avec sa vitesse et avec son gros QI basket, il est complètement et quasiment indéfendable en 1 contre 1. Face à la plupart de ses adversaires, il va avoir un avantage de taille qui est trop conséquent, et face aux autres qui seront de son gabarit ou pas loin, il prendra le dessus grâce à sa mobilité. Et ça, c'est complètement fou. Ça s'est montré bien sûr dans le championnat de France en Betclic Elite, et il n'y a pas de raison pour que ça continue pas en NBA, tellement ce jeu a l'air encore plus fait pour lui, et vu comment il l'a dit lui-même, les défenses, au vu de la réglementation, au vu du règlement NBA, peuvent moins squatter la raquette. Bref, encore une fois, je m'égare, mais on va ajouter que là, Victor Wembanyama, j'ai parlé beaucoup de son talent offensif, mais que défensivement, on a un mec qui semble déjà en mesure, au vu de ses qualités, de concourir pour les All Defensive Teams, limite chaque année. Et ouais, la hype qu'il a autour de lui en ce moment, et qu'il y avait autour de lui avant sa draft, on comprend pourquoi elle est là. Maintenant, je le sais, certains l'attendent au tournant, et c'est normal, et il y en a beaucoup qui sont prêts à lui tomber dessus, à lui cracher dessus au premier écart, comme ça avait été le cas après son premier match joué en Summer League cet été, où même s'il avait été très très bon défensivement, il avait eu du mal à s'afficher et à se montrer percutant offensivement avec une maladresse qui était réelle. Clairement, des moments de down comme celui-là, il en connaîtra cette saison, c'est sûr et certain, et à ce moment-là, il devra faire face aux critiques, parce que ça, on n'y pourra rien, il y a des gens qui attendront juste sa première erreur pour le critiquer, et il va devoir faire avec, mais peu importe, parce qu'on a un Wemby qui a l'air prêt pour ça. Et ça d'ailleurs, il l'a montré pour son deuxième match de Summer League, parce que il a passé l'entre-deux matchs à se focus complètement sur le basket, à dire à son agent, stop un petit peu les réunions, les interviews, blablabla, mon premier match je l'ai foiré, je veux me focus sur le basket et performer sur le deuxième match. On l'a laissé faire ça, et là il a débarqué avec une perf complètement immense, à 27 points, à 12 rebonds et à 3 contres. Pas besoin d'en montrer plus en Summer League. 2 matchs et ça suffisait. On a un Wemby qui a prouvé, dans l'espace de 2 matchs, qu'il était capable de rebondir, qu'il était capable d'avoir une vraie force mentale, et surtout qu'il était capable de dominer dans le futur en NBA. Maintenant, malgré tout ce que je dis de positif sur lui, attention à ne pas mettre trop d'attentes trop vite sur son dos. Ceux qui pensent qu'il sera All-Star dès cette saison, qu'il emmènera cette jeune équipe des Spurs en totale reconstruction jusqu'au play-off, qui va briller en play-off, et peut-être que les Spurs vont même passer des tours dans quelques mois, mais peut-être qu'ils seront déçus. Parce que oui, à San Antonio, c'est peut-être pas le but d'être compétitif tout de suite. Pour le moment, on a une équipe qui est pas construite pour gagner, mais qui est construite pour permettre à Victor de se développer au mieux individuellement, dans les meilleures conditions possibles. Et peu importe si avec ça, il va y avoir pas mal de défaites. L'idée, c'est vraiment de se donner un max de chance, de faire en sorte que Victor devienne la superstar qu'on attend qu'il devienne, peu importe le nombre de victoires et le nombre de défaites dans sa première saison. Après, en France, il faut se rendre compte que le mec, il est quand même devenu le plus jeune MVP de l'histoire du championnat. La LNB a jamais connu un joueur si jeune, aussi dominant dans ses rangs. Et il a clairement pété la ligue finalement, hein. Il a dominé la ligue au point, au rebond et au contre. C'est quand même un truc de grand malade. À chaque fois qu'on l'attendait haut, même si ça a été un petit peu plus compliqué pour lui à Lasvel, il a finalement toujours fait encore mieux. C'est assez fou. Et à un âge qui était très bas, hein. Sa saison à Lasvel, il était très jeune. Donc qui sait, mis en avant comme il va l'être par Popovic pendant sa saison, on a quand même un joueur qui pourrait être amené à faire quelques gros cartons pour les Spurs pendant sa saison rookie. Et si ça ne suffira probablement pas, j'ai envie de dire, pour accrocher les playoffs tout de suite, ça peut tout de même lui permettre d'obtenir pas mal de votes pour le All-Star Game à Victor, vu la hype qui suscite, qui du coup pourrait être encore multipliée si individuellement il répond aux attentes. Tout ça, ça pourrait amplifier ce phénomène, et pourquoi pas imaginer qu'il ait tout un paquet de votes en disant, regardez, Victor finalement il répond aux attentes, regardez la hype qu'il y a, go, on vote pour lui en tant que titulaire pour l'All-Star Game. Je sais pas si ça peut arriver, mais je me dis qu'il y a un monde quand même, un monde où ça existe. Donc du coup, la question elle est là, est-ce que Wemby, il peut devenir le premier All-Star rookie en NBA depuis Blake Griffin en 2011 et depuis Yao Ming en 2003, une chose que même LeBron n'a pas faite. On n'en est pas du tout là, c'est sûr et certain, et même si les pourcentages de chance sont faibles, je n'arrive pas à m'empêcher d'imaginer qu'il existe une espèce de métaverse où un tel exploit pourrait bien prendre place finalement. Un Victor Wembanyama, de toute façon, je vous l'expliquais, le tir All-Star, c'est pas forcément être All-Star. Ce que je voulais dire, c'est être dans la discussion, j'imagine dans les 40 pour être All-Star, et je pense que Victor Wembanyama, s'il répond aux attentes, il peut l'être dans cette discussion
discussion. Et comme je disais, il peut aussi choper pas mal de votes au moment où les fans vont prendre leurs responsabilités et vont remplir leur bulletin. Donc en vrai, sans aller non plus jusque là, sans aller jusqu'à dire qu'il va être All-Star, vu que comme je disais, il y aura forcément des hauts et des bas dans la saison du français, il y a certains moments où il faudra être patient, il connaîtra peut-être un rookie wall, je me dis que dans le pire des cas, mine de rien, terminer une campagne rookie à plus de 15 points, disons, 8 rebonds et 2 contres de moyenne, tout en évitant les blessures, ça ce sera essentiel, ce sera déjà une belle réussite, en tout cas une réussite minimum pour Wemby. Ceci dit, avec son caractère de compétiteur, son attitude de travailleur hyper studieux, on est vraiment en droit d'en attendre beaucoup plus de sa part pour ses débuts de carrière en NBA. C'est quand même un first pick de la draft. Donc même si les premières années, il aura sûrement pas le choix que d'apprendre beaucoup à perdre dans cette équipe de San Antonio qui clairement ne m'apparaît pas compétitive, dans cette équipe des Spurs qui certes aura du mal à afficher des ambitions immédiates, il pourrait avoir un vrai rôle et il pourrait vraiment se mettre en avant individuellement, et rien que ça, je pense que ça peut être assez hypant. Maintenant, lui, il l'a dit, ses ambitions sont claires, il veut accéder aux playoffs dès sa première année en NBA. Perso, j'y crois pas, mais s'il y arrive, je pense qu'on n'aura pas le choix que de lui tirer notre chapeau bien bas à Victor Wembanyama. Et pour Victor Wembanyama, on va mettre un joueur au tier 1, parce que vous êtes 59% à imaginer qu'il pourrait être dans la discussion pour être All-Star, donc voilà, il y a 24 places au All-Star Game, et 59% d'entre vous imaginent qu'il pourrait être dans les, disons 40 joueurs qui représenteront la discussion, et c'est vrai qu'il peut avoir quelques votes. On le sait, les Américains adorent le storytelling, comme je l'ai lu encore une fois très justement dans le chat. Ça peut permettre de le mettre en avant par les médias qui le mettraient en avant s'il répond aux attentes. Et je le sens capable d'aller là, en tout cas dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on attend vraiment de sa part. Maintenant, ça peut peut-être être anticipé pour lui d'être dans cette discussion pour le All-Star Game, et je comprends très bien les 37% d'entre vous qui l'ont mis starter. Quoi qu'il en soit, je le vois pas plus bas. 2% d'entre vous l'ont mis backup et 2% d'entre vous l'ont mis en G-League. Je veux bien qu'on soit des Wembanyama sceptiques, mais de là à le mettre en G-League, pour moi, c'est du troll. Pour moi, il n'y a pas d'argument qui montre qu'il sera pas au moins starter dans le discours des Spurs et dans le discours de Greg Popovich. Donc voilà, pour moi c'est un tier 1,5 lui aussi, un petit peu comme Rudy Gobert, mais ce qui prédomine sur vos votes, c'est Wembanyama dans la discussion pour être All-Star la saison prochaine, et clairement j'ai envie de dire qu'il en a le niveau, donc je valide encore une fois ce vote. Épilogue. Si on fait un petit bilan rapide, et voilà, pour moi c'est même pas pour moi, c'est pour vous, on a un joueur qui sera dans les discussions pour le All-Star Game l'année prochaine, c'est Victor Wembanyama. En vrai, si j'avais dû laisser un seul joueur là-haut, perso, j'aurais mis Rudy Gobert. Je pense que Rudy Gobert a plus de chances d'être dans la discussion des 40 qui feront le All-Star Game que Victor. Je pense qu'il n'y en aura aucun qui sera All-Star l'année prochaine, mais je pense que Rudy sera quand même plus haut placé que Victor Wembanyama. Maintenant, sait-on jamais, effectivement, si Victor remplit toutes les cases et arrive à profiter du storytelling et de la hype de la NBA, peut-être qu'il aura plus de votes et peut-être qu'il sera plus présent dans la discussion que Rudy. Aujourd'hui, j'aurais mis Rudy un peu plus haut, mais peu importe, peut-être que j'aurais mis les deux là-haut. Franchement, je pense que j'aurais mis les deux là-haut. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça veut dire que vous avez des très grosses ambitions pour Victor Wembanyama. Donc comme je disais, on a notre petit désaccord avec Rudy qui pour moi méritait d'être dans la discussion pour être All-Star. Pour ça, il lui suffit entre guillemets de retrouver son niveau de meilleur défenseur de la NBA. Ça peut paraître beaucoup de dire ça, il suffit de devenir le meilleur défenseur de la NBA ou de faire partie des meilleurs défenseurs de la NBA, mais Rudy en est totalement capable, il l'a fait 3 fois, être meilleur défenseur de l'année dans sa carrière, je pense qu'il en est capable, et s'il fait ça, il aura le niveau pour être All-Star, voilà pourquoi je l'aurais mis là. Au tier 2, Bilal Coulibaly, je pense qu'en fin de saison il peut être starter, au vu de la situation de Washington, bien sûr, ça veut pas dire qu'il est meilleur que tous les joueurs qui sont en dessous de lui, mais ça veut dire que dans ces situations chez les Wizards, je pense qu'il a les moyens de finir starter dans la rotation de Wes Unseld, donc là-dessus on est d'accord. Nicolas Batum en backup, c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est plus un tier 2,5, parce qu'en fonction des rotations et en fonction de ce que voudra faire Tyronn Lue, il pourra le mettre dans le 5 ou sur le banc en fonction de ce qu'il fera de Marcus Morris, donc là-dessus on est d'accord. Sidi Sissoko en backup, ça me va aussi à peu près, je pense qu'il pourra glaner une place de backup dans la rotation de Greg Popovich, qui donnera sa chance à beaucoup de joueurs et qui pourra briller avec sa polyvalence. Ousmane Dieng, je l'aurais mis peut-être un petit peu plus bas, pour moi c'était un tier 3,5. Peut-être, j'espère qu'il sera un backup, mais comme je disais, je pense que c'est peut-être un projet à plus long terme, donc j'imagine qu'il sera plutôt en bout de banc, même si j'espère que d'ici la fin de la saison, il obtiendra un statut de backup, ça montrera et ça validera sa progression. Kylian Hayes aussi, je l'aurais mis plus bas, en tir fort, dans la mesure où sa situation à Détroit ne l'avantage pas du tout, et peut-être qu'il peut atteindre le tier 3 dans une autre équipe s'il est transféré. Malheureusement, j'ai l'impression qu'à Détroit, il fait plus vraiment partie des plans, que Monty Williams ne parle que peu de lui depuis qu'il est arrivé en tant que coach, donc pour moi, pour l'instant, tant qu'il est à Détroit, ça aurait été plutôt un tir fort. Moussa Diabaté en tir fort, ça aurait discuté avec le tir 5 aussi, c'était peut-être un désaccord qu'on aurait pu avoir. Evan Fournier en tir fort, ça dépend, pour ça il lui faut peut-être un trade. J'aurais pas mis en tir 5 non plus parce que pour moi il a toujours une place en NBA, donc ça correspond à ça. Malheureusement effectivement, tant qu'il restera à New York ce sera du bout de banc, même s'il ira pas en G-League et je pense qu'il est trop tôt pour le renvoyer en Europe. Frank Ntilikina,
C'est du tir fort, mais qui peut aller titiller le tir 3 comme on le disait, parce que dans son rôle à Charlotte, il y a personne qui peut défendre comme lui, et même si c'est vrai qu'à Charlotte, on met pas forcément la priorité sur la défense, mais de temps en temps, pour éteindre un gars, ça pourrait être bien de lui donner des missions, et peut-être qu'il aurait pu viser le tier 3. Olivier Sarr, comme je vous l'ai dit, je pense que ça se jouait entre tier 4 et tier 5, peut-être que j'aurais mis tier 5, mais je comprends tout à fait le tier 4, parce que derrière les pivots qu'il y a à OKC, il pourra trouver des opportunités, et peut-être tenter de transformer son two-way contract en contrat définitif. Au tier 5, Malcolm Casalon, qui pour moi, oui, jouera essentiellement en G-League, on verra ce qu'il donnera, mais pour le moment, ça va être difficile de lui trouver une vraie place à Détroit. Théo Malédon, qui n'a pas de contrat, qui forcément sera obligé de passer par la G-League, et Ryan Rupert, qui, comme on l'a dit, pourrait commencer à jouer beaucoup en G-League, mais on en espère plus. Pour l'instant, c'est un tier 5, mais s'il arrive à faire sa place et à montrer qu'il est très bon en G-League, pourquoi pas espérer que Chauncey Billups lui donne un peu de temps de jeu, et l'imaginer le voir en bout de banc, voire même en tant que backup. Pour moi, ça semble un peu tôt dès sa saison rookie, c'est des échelons qu'il pourra viser dans les années suivantes dans sa carrière. En tout cas, je me rappelle, certains d'entre vous avaient été optimistes le concernant, et pourquoi pas, c'est tout ce que je souhaite à Ryan Rupert. Quoi qu'il en soit, dans ce tableau, c'est que des légers désaccords qu'on a, vraiment, et c'est presque plus sur la formulation et sur les attentes et les espoirs qu'on a en fonction des joueurs et des perceptions qu'on a d'eux. C'est tout à fait logique qu'on ait des désaccords comme ça, parce qu'il n'y a rien de fou, et quoi qu'il en soit, je trouve que vous avez fait un très beau tableau. Merci beaucoup à vous, et j'ai hâte de voir sur YouTube dans les commentaires ce que les gens en penseront du tableau qu'on a fait tous ensemble, et que globalement, je valide presque à 100%. Voilà pour ce qui est de mes attentes concernant les Français qui vont évoluer en NBA la saison prochaine, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes ok avec les échelons qu'ont élaboré la commu? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude ça m'intéresse à fond. Et pour finir, tu connais, si tu veux soutenir la chaîne et que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce vers le haut, juste en bas là, et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça pour vous, ce sont des gestes qui sont gratuits et qui ne prennent que très peu de temps, tandis que de mon côté, ça apporte une force de fou furieux. Alors merci d'avance la team, et je vous dis à très vite.